Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de SpaceX Channel FR. Depuis les débuts de l'entreprise, SpaceX a toujours présenté des solutions surprenantes à des problèmes apparemment insolubles. Avec la Falcon 9, ce sont de multiples avancées techniques qui ont été réalisées avec ingéniosité. Ainsi, remplacer des composants dédiés hors de prix par des pièces bon marché du commerce pour les ordinateurs ou les commandes électriques de la fusée ont été raillés par les acteurs traditionnels. Mais ça a marché. Poser un premier étage de fusée pour le réutiliser? Impossible, ont dit les conservateurs. Mais ça a marché. Poser la même fusée sur une barge autonome en mer? Ah mais ça c'est pas possible, disaient encore les tenants de la manière traditionnelle. Mais ça a marché. Lorsqu'Elon Musk annonce qu'il compte attraper un Super Heavy en plein vol, tout d'abord sur la terre ferme, puis sur une plateforme pétrolière transformée en spatioport, que disent les traditionalistes? Eh bien que ça ne marchera pas. Mais voyons un peu comment cela pourrait se passer. Attraper une fusée en plein vol n'est pas facile du tout, vous l'imaginez bien. En plus, lorsque l'on parle d'un des plus gros lanceurs jamais construits, ça va poser pas mal de soucis. Pour bien appréhender le concept et les enjeux, revenons un peu sur l'histoire de la récupération des premiers étages chez SpaceX. Le 22 décembre 2015, le premier étage de la mission Orbcomm OG2 se posait avec succès sur la Landing Zone 1 à Cap Canaveral en Floride. Pour la première fois, un booster arrivait intact au sol, ouvrant la voie vers sa réutilisation. Pour réussir un tel tour de force, il fallait plusieurs facteurs. Tout d'abord, il fallait une mission permettant de conserver une partie du carburant pour la phase de retour et d'atterrissage. Ensuite, une chorégraphie bien orchestrée pour que le premier étage se pose à l'endroit prévu. Et enfin, des équipements embarqués pour assurer le guidage et l'atterrissage. La procédure débute lors de la séparation du premier étage du reste du lanceur. Les moteurs du premier étage sont coupés tandis que le second étage est allumé. Le booster est alors orienté grâce à son système de contrôle à réaction. Les ailettes, ou grid fins en anglais, sont déployées en vue de contrôler la trajectoire pendant la descente. Une partie des moteurs sont alors allumés pour mettre le booster sur une trajectoire de retour vers son point de départ. Pendant la descente, un second allumage intervient pour ralentir le booster lors de l'entrée dans les couches denses de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle en anglais l'entry burn. Enfin, la descente se termine avec le déploiement des pieds et du dernier allumage moteur pour poser le booster tout en douceur, le landing burn. Toutes ces dernières années, SpaceX a perfectionné cette procédure afin de poser son premier étage sur des barges autonomes en mer. La précision des manœuvres s'est avérée cruciale pour réussir un tel exploit, et maintenant va être transposée au Starship et à Super Heavy, mais à l'échelle XXL. Poser un premier étage de 120 tonnes comme le Falcon 9 Block 5 est déjà une gageure, mais pour Super Heavy, on parle de plus de 200 tonnes à vide. On ne se limitera pourtant pas à cette masse à vide, puisque par mesure de sécurité, il restera forcément un peu de carburant après l'atterrissage. Elon Musk parle de 20 tonnes d'ergols résiduels environ. Or, les pieds ont deux fonctions. Soutenir le poids du booster une fois posé, mais surtout amortir le contact avec le sol. Les pieds de Super Heavy devraient être au moins 2 fois plus massifs que ceux de la Falcon 9, et donc 2 fois plus lourds. Dans les calculs de charge utile et de dynamique de vol, se passer de ces pieds serait un énorme avantage pour améliorer les performances. Du coup, SpaceX a envisagé de changer de stratégie pour des raisons de performance, mais aussi de praticité. Lorsqu'on a affaire à un lanceur qui retourne à l'atelier pour une révision, rétracter les pieds, voire les démonter n'est pas un souci. Mais lorsque l'on veut directement remettre le booster sur son pas de tir, c'est bien moins évident. Supprimer ces opérations en se passant des pieds était une évidence, mais la solution de remplacement a tout pour surprendre. Quoique. Poser Super Heavy directement sur la table de lancement serait très compliqué. La précision devrait être énorme et le lanceur devrait être maintenu par le haut pour ne pas basculer. Fort de ce constat, les ingénieurs de SpaceX se sont dit que finalement, saisir directement le booster par le haut éviterait bien des ennuis et assurerait la stabilité de l'ensemble. SpaceX a donc construit sa tour de lancement en conséquence. Massive et bien ancrée au sol, elle assure la stabilité de l'ensemble lors de l'atterrissage. 2 bras tout aussi solides sont déployés pour saisir le booster. Pourtant, pas question de serrer le corps de l'engin.
ou de risquer de l'égratigner, de le voir glisser. SpaceX a alors doté son booster de 2 petits tétons chargés de s'encastrer dans le bras de fixation. Ils peuvent sembler petits, mais à l'échelle humaine, ils sont bien assez gros pour supporter le poids de la fusée. Ils ne peuvent pourtant pas amortir le contact comme le font les pieds de la Falcon 9. C'est donc la tour et surtout les bras de maintien qui assureront cette fonction. Les bras sont montés sur un châssis coulissant, retenu par des câbles. Le palan fait descendre doucement le châssis jusqu'au contact du booster avec les bras. Il est alors freiné et c'est l'élasticité du câble qui stoppera la course du booster avec la possible aide de vérins hydrauliques ou de freins sur les roues du châssis, voire de tous ces dispositifs réunis. Les bras seront alors manœuvrés pour placer le booster au-dessus de la table et le poser en bonne position. Ils viendront ensuite se positionner pour maintenir le booster en position de décollage. La grue pourra alors saisir un Starship sur l'aire d'atterrissage adjacente et l'installer sur le pas de tir. Dit comme cela peut sembler simple, mais des dizaines de choses peuvent mal se passer. Voyons ce qui pourrait arriver. En premier lieu, si le booster arrive trop loin des bras, il s'écrasera sans qu'on ne puisse rien faire. Ce serait catastrophique pour les installations de Starbase. Même cause, mêmes effets si Super Heavy arrive trop vite. Les bras céderaient et le booster exploserait au pied de la tour. Autre problème possible, si le booster arrive de biais. Il pourrait percuter la tour avant même d'avoir été cueilli par les bras. Il pourrait aussi se balancer le temps de trouver une position verticale stable et percuter la tour. Autre possibilité, s'il arrive de travers, les tétons pourraient rater les bras et ce sont les grilles fines qui pourraient percuter les bras, faisant basculer le booster. Celle-ci pourrait également percuter la tour lors de la descente en cas de mauvaise orientation, etc., etc. Il y aurait de multiples possibilités d'échec, comme ce fut le cas pour la Falcon 9. En revanche, les conséquences ne seraient pas les mêmes, loin de là. Dans le cas de la Falcon, les zones d'atterrissage sont loin de toute installation sensible. Or, pour Super Heavy, c'est tout le complexe de lancement qui est en danger en cas de problème. La ferme et ses milliers de tonnes d'ergols sont une bombe si le booster ou le Starship venait à percuter les réservoirs. SpaceX a donc prévu des procédures d'urgence. En cas d'avarie avérée ou supposée, une zone de crash à l'écart permettra à l'engin de s'écraser. Cette zone devra être assez proche pour permettre une correction de trajectoire de dernière minute, même en fin de descente, mais assez éloignée pour protéger Starbase. En cas de problème au début de la descente, la proximité de la mer offrira une zone sécurisée pour faire tomber le vaisseau ou le booster, qu'il soit en un seul morceau ou non. J'avoue que j'attends avec impatience d'assister au spectacle d'un tel atterrissage. Ce sera grandiose de voir tout d'abord Super Heavy se poser, puis le Starship arriver sur l'aire d'atterrissage à côté. Et lorsque ce dernier sera de nouveau installé sur son booster, l'ensemble repartira vers une nouvelle mission. Mais cela ne se passera probablement pas ainsi. Et oui, Elon Musk est encore passé par là. En fait, ce sera même encore plus grandiose. Super Heavy atterrira bien sur ses bras de soutien, mais le Starship sera également saisi au vol. On a du mal à imaginer cela, surtout si ça se passe mal. Comment vont-ils faire pour protéger le booster des flammes du Starship à l'atterrissage? Eh bien, je pense qu'ils vont tout simplement le faire atterrir de l'autre côté de la tour. Il nous faudra pourtant attendre un peu avant de voir ce balai de fusées se dérouler sous nos yeux. La première mission orbitale de B4 et S20 arrive à grands pas, mais avec des ambitions bien plus modestes. Enfin, tout est relatif, hein. Elon Musk prévoit une mise en orbite de S20. Le vaisseau ne fera même pas une révolution complète, puisqu'il sera désorbité pour revenir en mer. B4 sera lui aussi posé en mer, afin de valider la procédure de descente et la chorégraphie d'atterrissage. Donc, pas de récupération des deux engins en prévision d'un nouveau vol. Elon Musk est réaliste quant à la réussite d'une telle mission et annonce que l'objectif premier est de faire décoller l'ensemble sans tout faire sauter à Starbase. Réussir tous les objectifs de la mission serait étonnant, mais même un échec serait source d'informations pour améliorer le système à l'avenir. Un échec serait même une plus grande réussite pour Elon Musk, car comme il le dit lui-même, si vous réussissez tout ce que vous entreprenez, c'est que vous n'innovez pas assez. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Ciao!